Hey, l'équipe du Croque Lecture est au taquet et bien décidée à vous faire découvrir encore et toujours plus de romans, bien que la fin de l'année approche à grands pas. Donc profitez de tous nos chroniqueurs de 3e qui partiront avec moi direction le lycée, laissant le Croque Lecture derrière eux. Au menu aujourd'hui l'héritage en brochette littéraire et quelques minutes après minuit, en plat du jour, accompagné de l'agenda de mai. Mais qui nous présentera ces délicieux romans? La réponse tout de suite. Nous voici dans la rubrique brochette littéraire pour découvrir l'héritage. Mais ça, vous le savez déjà. Ce que vous ne savez pas encore, c'est qui viendra nous plonger dans l'univers de cette fabuleuse saga. Eh bien, c'est Julie. Allez, écoutons-la. Je suis certaine que vous attendez tous la sortie du dernier tome de la saga de Christopher Paolini et, bien entendu, de savoir si nous allions vous le présenter. Évidemment, je suis aujourd'hui sur notre plateau pour vous parler du 4e volume de l'héritage intitulé La crypte des âmes. Tout d'abord, un petit rappel s'impose pour nos croque-lecteurs qui auraient oublié les tomes précédents. Lorsqu'Eragon trouve une pierre bleue qui se révèle être un œuf de dragon et qui éclot pour lui, le jeune homme ne s'imagine pas que Galbatorix, le tyran qui règne sur l'Alagaësia, enverra 2 créatures pour les retrouver, lui et sa dragonne Saphira. Mais il tue l'oncle d'Eragon, qui se jure alors de les pourchasser, accompagné de Brom. Le vieil homme lui enseigne l'art de la magie et le maniement de l'épée. Malheureusement, Brom est tué lors d'une attaque et Eragon sauvé par Murtagh, un vagabond. Enlevé par la suite, Eragon s'échappe et délivre une elfe, Arya. Il se rend alors chez les Varden, qui se cachent pour préparer la chute du tyran. Lors d'une bataille contre les soldats de l'Empire, les rebelles gagnent, mais leur chef Agiad est tué et c'est sa fille Nasuada qui prend sa place. Murtagh est enlevé et Eragon se rend alors dans la forêt du Duveldanvarden pour rencontrer les elfes. Il y fait la connaissance du dernier dragonnier, Oromis, et de Glaèdre, son dragon d'or. Saphira et lui suivent un apprentissage éprouvant et se voient confier le cœur des cœurs de Glaèdre, son aile du Nari, grâce auquel il pourra leur parler, même de l'au-delà. Ils rejoignent le Surda, où l'armée des Varden s'est considérablement agrandie. Prenant la ville de Fenster, Eragon et Saphira doivent affronter Murtagh et son dragon, Thorn, qui se sont ralliés à Galbatorix, pendant que, dans l'attaque de ce nom, Oromis et Glaèdre se font tuer. Et de quoi parle ce 4e et dernier tome? Dans ce dernier volet de la saga, Eragon commence à appréhender le combat final avec Galbatorix. Les Varden, accompagnés des nains, des Urgals et rejoints par les Shagaru, prennent les villes de Bellatona et Drasleona. Roran, le cousin d'Eragon, qui avait conduit les habitants de son village natal Carval jusqu'au Surda, continue de glorifier son nom en dirigeant la prise d'Arug. La prochaine étape, pour tous, Urubaen, capitale de l'Empire. Malheureusement, au fur et à mesure de leur avancée, les troupes se fatiguent, l'état des guerriers se dégrade et leur morale baisse. La chute de Galbatorix est loin d'être certaine. De plus, Murtagh et Thorn se dressent à nouveau face à Eragon et Saphira. Glaèdre, de son côté, sort enfin de ses pensées macabres pour se projeter dans l'esprit d'Eragon et parfaire sa formation. Le dragonnier progresse alors de plus en plus, mais le temps presse et il doute d'être prêt pour affronter le roi. Des ennemis de plus en plus nombreux leur barrent la route et le dragonnier doit éviter les pièges qui lui sont tendus. Arrivera-t-il à tous les éviter? Et quand bien même, sera-t-il prêt à affronter Galbatorix? Arya semble se rapprocher de lui, mais est-ce seulement une impression? Les nouvelles alliances des Varden sont-elles aussi solides qu'elles le semblent? Qui gagnera? Dans ce dernier volet, vous ne manquerez pas de découvrir une fin grandiose à la hauteur de vos attentes. Julie, peux-tu nous dire si ce 4e tome de l'héritage se termine-t-il en beauté? Il n'y a aucun doute, tous ceux qui ont lu les tomes précédents ne manqueront pas de se jeter avidement sur le dernier tome de la saga. Quant à ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, comment vous convaincre? Je peux au moins vous dire que cette tétralogie vaut le détour. La crypte des âmes clôt l'aventure époustouflante d'un jeune homme hors du commun. Qui se serait douté, durant les premières pages du premier tome, qu'un berger de 15 ans allait devenir le héros de toute l'Alagaësia, qu'il serait l'aube d'un nouvel espoir, qu'il maîtriserait la magie et l'art du combat? Personne sans doute. Et pourtant, le jeune Eragon a accompli nombre d'exploits et a parcouru un sacré chemin depuis qu'il a trouvé la grosse pierre bleue qui deviendrait Saphira. Malgré tous ces honneurs, notre héros garde tout au long de la série, et plus que jamais dans le dernier tome, une profonde humilité. Il doute sans cesse de lui, n'hésite pas à reconnaître ses erreurs et est conscient qu'il n'est pas si fantastique que le croient les autres personnages qui l'entourent. Cependant, il est affublé d'une détermination et d'un courage sans faille, accompagné d'une pointe d'orgueil qui lui confère une véritable volonté de se battre. Le monde dans lequel il progresse est d'autant plus intéressant qu'il est imaginaire. D'après les textes, on se croirait dans une ère plutôt moyenâgeuse, mais surtout fantastique. Au long des aventures d'Eragon, on rencontre à travers lui des nains, des elfes, des dragons, des sorciers, des Razak, des Urgas, des Shagaru, et malgré tout des hommes. C'est donc un univers de fantaisie dans lequel se retrouvent tous les fans de ce genre littéraire qui ne manque pas de charme. J'aime beaucoup l'écriture de Christopher Paolini, simple et claire. Pourtant, elle fourmille de détails et traduit très bien les expressions et les sentiments des personnages. Bref, vous ne serez pas déçus par ce dernier tome.
Attaquons dès maintenant notre gourmand plat du jour avec Thibaut, qui est là pour nous parler de quelques minutes après minuit. On t'écoute Thibaut. Je vais vous parler d'un livre qui s'intitule Quelques minutes après minuit, de Patrick Ness, qui a écrit entre autres la trilogie du Chaos en marche chez Gallimard. Ayant lu cette série, pour le moins incroyable, je pense qu'elle devrait avoir sa place sur notre émission avec un petit réchauffé. Thibaut, peux-tu nous présenter ce roman qui a l'air très original? Clovis, un jeune garçon de 13 ans, fait régulièrement les mêmes cauchemars, et cela depuis le commencement de la maladie de sa mère. En effet, celle-ci souffre d'un cancer, et les traitements la laissent souvent épuisée. Mais une nuit, après un énième cauchemar, un monstre apparaît. Non, pas comme les monstres habituels, car il vient de l'île qui se trouve en face de chez lui, dans le cimetière. C'est donc un arbre monstre, et qui plus est géant, lunatique, mais pas totalement effrayant pour Clovis par rapport à ce qu'il subit dans ses cauchemars. Après une discussion plutôt étrange, Clovis apprend qu'il aurait appelé le monstre pour l'aider à faire sortir un secret ou quelque chose qu'il sait au plus profond de lui. Après une autre visite, notre jeune garçon se rend compte que le monstre apparaît toujours à minuit 7 et que pour être sûr que Clovis croit en celui-ci laisse toujours quelque chose sur le sol, comme des épines, des baies ou même un arbuste d'if pour servir d'exemple. Mais en dehors de la maison, Clovis vit une vie d'oublié. En effet, tout le monde au collège l'a abandonné depuis que sa mère est malade, le prenant en pitié et le laissant toujours seul dans son coin, comme s'il était porteur de la maladie de sa mère. En effet, tout le monde est au courant depuis que son ex-meilleur ami a dit à tout le collège que sa mère était atteinte du cancer. Depuis, il lui fait la tête, ne lui pardonnant pas d'avoir parlé de ses problèmes personnels à tout le collège. Seul un groupe de 3 élèves, la bande d'Harry, profite de la situation pour faire de Clovis leur souffre-douleur. Pendant tout le livre, le lecteur s'interroge. Que va-t-il arriver à la mère de Clovis ? Et quel est ce secret que le garçon cache au plus profond de lui et que le monstre veut lui faire absolument avouer ? Et qu'as-tu pensé de ce roman illustré? Tout d'abord, j'ai bien aimé ce roman, car il mélange habilement fantastique et réalité, de façon si bien construite que l'on se demande durant toute l'histoire à quel genre de livre nous avons affaire. Roman réaliste ou fantastique ? En effet, le monstre pourrait apparaître réellement à Clovis. Les preuves laissées sur le sol où il se réveille le prouvent. Mais il pourrait être simplement somnambule, apportant des preuves pendant qu'il fait son rêve, même si ces passages nous laissent dans une atmosphère vraiment confuse. De plus, le scénario est très bien construit. On se demande durant toute l'histoire, dans un suspense insoutenable, mais quel est le but du monstre ? Et pourquoi Clovis l'aurait-il appelé sans s'en rendre compte et surtout sans le vouloir vraiment ? Cela reste vraiment mystérieux. Ensuite, on se demande comment son entourage et toutes les personnes du collège ont pu l'oublier aussi facilement, à part son ex-meilleur ami qui tente de renouer les liens d'amitié, malgré les refus constants de Clovis, qui s'enferme dans sa solitude et sa tristesse. Le plus étrange, c'est que le monstre apparaît sous la forme d'un dieu, venu aider Clovis, permettant au lecteur de se poser des questions sur la nature humaine. L'auteur réussit à nous faire réfléchir, en même temps que Clovis, sur l'homme avec un grand H. Peut-on être simplement bon ou uniquement mauvais ? Comment penser cela sans s'interroger sur le lien profond entre bien et mal ? On s'interroge ainsi sur les choix de Clovis. Comment aurions-nous réagi si nous étions à sa place ? J'ai presque oublié de vous parler d'un autre très bon point du livre, les illustrations. Comment vous dire ? Elles sont vraiment très réussies. Elles sont réalisées à l'encre et donc en noir et blanc. Elles sont particulièrement adaptées au récit. Elles s'intègrent donc parfaitement à l'histoire et sont très fidèles à ce que l'on ressent durant la lecture. Ces images, bien qu'en noir et blanc, sont d'une très grande originalité et transforment la page en une porte vers le cauchemar de Clovis. De plus, l'utilisation du noir et blanc rajoute un côté effrayant qui nous enfonce un peu plus dans ces cauchemars. Pour vous décrire ces illustrations avec un seul mot, magnifique. En conclusion, si vous appréciez le suspense du fantastique, les illustrations originales et une histoire qui ne manque pas de philosophie, je vous conseille la lecture de Quelques minutes après minuit que j'ai tout simplement adoré. Cette fois-ci, c'est Guillaume et Valentin qui vont vous présenter un assortiment de romans parus en mai 2012. Voici quelques nouveautés du mois de mai que Guillaume et moi nous allons sélectionner pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour commencer, voici le nouveau roman de Johan Elliott dont j'ai adoré la trilogie de science-fiction La quête de l'espérance. Il s'agit de flibustières qui nous entraînent sur les mers. En 1797, Aristide Dumas embarque à La Rochelle avec sa femme et sa fille à la destination des Caraïbes. Peu avant leur arrivée, sa femme meurt en mettant au monde un garçon et leur navire, la Destinée, est abordé par un corsaire. La destinée d'Alexia est scellée. À 12 ans, déguisée en garçon, elle rejoint la communauté des frères Lafitte, célèbres flibustiers établis à l'embouchure du Mississippi pour garantir sa survie et celle de son jeune frère.
Le deuxième roman de notre petite sélection, La balade de Jordan et Lucie, est l'œuvre d'un auteur que nous avons eu la chance de rencontrer au Salon du Livre de Montreuil en décembre 2011, Christophe Léon. UPI, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Nous allons vous présenter les uns aux autres, unité pédagogique d'intégration, je crois, ou un truc dans ce genre. En vérité, une voie de garage où sont parqués les gosses en difficulté ou en retard. Je sursaute. Il y a un élève en face de moi. Il me dépasse de 2 têtes. Plutôt mince, il a gardé les bras au long du corps. Les mains ouvertes, sa respiration est rapide et sa cage thoracique se soulève à chaque inspiration. « Voici Jordan !» dit le principal adjoint, et il se tourne vers moi. « Et voici Lucie !» continue-t-il en me désignant. Mais pourquoi me suis-je donc porté volontaire pour parrainer un de ces 2 élèves? Encore un auteur que nous apprécions beaucoup dans l'équipe de Croque Lecture, Raphaël Abalos. Antoine et Constance nous avaient parlé de sa dernière œuvre, Gothico. Voici Polydrium, sa nouvelle série publiée chez Albin Michel de la collection Wiz. Avant de mourir, Lionel Savage, célèbre auteur de BD, a créé Polydrium, une œuvre extraordinaire où la réalité et l'imaginaire se côtoient. Pour les personnages, il s'est inspiré de 4 ados fans de son travail, Nathan, Mélissa, Timothy et Matheus. Les 4 amis apprennent aussi par les masters, 4 adultes proches de Savage, que seuls peuvent entrer dans Polydrium et sauver cette invention fabuleuse. Enfin, ils vont devenir de vrais héros, même s'il faut jouer une partie très dangereuse où les ennemis virtuels deviennent aussi féroces que réels et où le seul guide est un dé de 12 faces. Pour finir, je vous propose un titre qui m'a semblé original. Journal d'un loser. Ce roman de Jesse Andrews mêle habilement Journal d'un garçon, ce qui est rare, cinéma et histoire d'amour. À découvrir chez Fleuve Noir. Greg a 17 ans. Au lycée, il rêve de devenir célèbre et de faire partie d'un groupe. Mais il a du mal à communiquer avec les autres, à l'exception de son copain, Earl. Tous 2 partagent la passion du cinéma et tournent leur propre film avec 2 bouts de ficelle. Aussi, lorsque sa mère le pousse à tenir compagnie à l'une de ses anciennes camarades de classe, gravement malade, Greg est tétanisé. Pourtant, grâce au cinéma, une amitié insolite va lier Rachel, Earl et Greg. Entre rire et larmes, un petit bijou à lire absolument. C'est fini pour notre petite section du mois de mai, j'espère qu'elle vous a plu et il ne vous reste plus qu'à dévorer ces romans vraiment alléchants. C'en est fini pour ce numéro bien complet qui a su, je l'espère, assouvir la faim de mes croque-lecteurs. La semaine prochaine, sur le plateau, Tristan et Thibaut réaliseront l'interview d'une éditrice au Rouergue des éditions que nous apprécions tout particulièrement. Et oui, quand la folie des invités rattrape le croque-lecture, elle ne le quitte plus. À bientôt.